2024 n'était pas qu'une année de transition, c'était une révolution. En 2023, Djokovic a martyrisé le tennis mondial. De l'Open d'Australie au Masters, il n'a rien laissé aux autres. Mis à part Wimbledon où il s'incline en finale 6-4 au 5e set. Mais pourtant, en 2024, il n'a rien gagné, ou presque. Car Djokovic a tout misé sur les Jeux Olympiques et il a brillamment réussi à compléter son palmarès et terminer le jeu du tennis. Son monologue de 2023 s'est transformé en une valse à deux, mais sans lui. Puisque ceux que l'on voyait dominer le tennis dans les années à venir ont pris les commandes pour de bon en 2024 pour se partager les grands chelems. Sur dur, Yannick Sinner, seul au monde, qui a marché sur l'eau à Melbourne et à New York, ne perdant que 5 petites manches sur les deux grands chelems. Une domination qui s'est même étendue dans l'année avec des titres sans discussion à Miami, Cincinnati et au Masters. Carlos Alcaraz, lui, a passé un magnifique été, en réalisant un premier doublé en carrière, Roland Garros-Wimbledon. Roland Garros qu'il a entamé entre doute et inquiétude, avec une blessure à l'avant-bras, c'est vous dire la marge terrifiante qu'il a sur le reste du monde. Et Wimbledon, où il devait tout simplement défendre son titre, acquis en 2023 dans une finale contre Djokovic qui a résonné comme un passage de témoin. D'ailleurs, il a remis ça en 2024, contre Djokovic en finale, cette fois en 3-7, car le jeune Alcaraz grandit très vite. Mais alors que le circuit tient ses deux ambassadeurs, l'année 2024 m'a vraiment laissé sur ma faim. D'ailleurs, vous retenez quoi de cette année, à part les pétages de cap de Rublev et le close table de Sinner? Bon, je suis un peu dur. C'est vrai qu'il y a eu des beaux matchs, comme le Djokovic-Musetti à Roland Garros, et c'est tout. Parce que cette saison 2024, elle a été très laborieuse en termes de jeu. Très peu de frissons, des grands crus rarissimes, et les deux rois du circuit, Sinner et Alcaraz, qui n'arrivaient pas à déployer leur meilleur niveau lorsqu'ils se sont affrontés. Donc on a pu s'ennuyer, notamment en Grand Chelem, là où on est censé rêver. On s'est ennuyé parce que ça y est, on est dans la période post-Big Three, sans Federer, sans Nadal, et avec un Djokovic moins concerné qui a tout gagné, et qui quoi qu'il arrive repartira en roi ultime. Et attention, car cette année pourrait bien être le reflet des 10 prochaines à venir. Si Zverev continue de s'écrouler aux portes du Graal, si Rune reste un gamin dans sa tête, si Medvedev poursuit son complexe d'infériorité contre Sinner et Alcaraz et ne réactive pas son mode mur infranchissable, alors il y a de grandes chances que le circuit plonge dans un ennui le plus total. Alors retour sur cette année qui sonne l'heure de Sinner et d'Alcaraz. Bon, la prise de pouvoir, je pense que c'est assez clair. Alcaraz et Sinner ont illuminé cette saison 2024, ils ont tout pris, ou presque, ils ont laissé que quelques Masters 1000 et les Jeux Olympiques au GOAT, à Novak Djokovic. Donc c'est une année plus que réussie pour l'un et pour l'autre. Et c'est la première saison référence où pour le coup on se dit, Alcaraz et Sinner, c'est potentiellement statut légende. Surtout pour Sinner pour le coup, parce que Alcaraz c'est quand même la 3e année d'affilée où il prend au moins un majeur, avec l'US Open en 2022 et Wimbledon en 2023. Là il double la mise avec un gros doublé Roland Garros-Wimbledon, comme Rod Laver en 69, comme Borg en 78, 79 et 80, comme Nadal en 2008 et 2010, comme Djokovic en 2021, et c'est tout. Dans l'Air Open, c'est tout. Donc énorme exploit, mais moi je veux absolument revenir sur la manière dont il nous a fait ce doublé. Parce que faut pas oublier que la campagne d'Alcaraz sur terre battue, elle est affreuse. À Monte-Carlo, il est forfait contre Auger-Aliassime, à Madrid, il perd en quart de finale contre Rublev, et c'est tout, parce qu'il est blessé à l'avant-bras. Donc vous imaginez dans quel état il est arrivé à Paris, mais surtout avec si peu de certitude sur son jeu, et si peu de repères sur terre battue. Il a joué 4 matchs avant Roland Garros sur terre. Ça fait un peu penser à la campagne de Nadal en 2022, où pareil, il y a zéro certitude, et il finit sur un match blessé à Rome contre Shapovalov. Sauf que Carlos, il a su s'adapter très très vite. Et il a retrouvé son tennis, et sa science de la terre battue. À Roland Garros, il met des doudounes à Auger-Aliassime, à Tsitsipas. On a cette demi-finale contre Sinner assez étrange, où les deux peinent à nous régaler en même temps, et Carlos prend le dessus en fin de match. Et pareil, une finale contre Zverev avec l'Allemand qui craque complètement à la fin. Bref, on a eu un Roland Garros où Alcaraz nous a montré que même sans beaucoup de matchs dans les jambes, même avec une douleur à l'avant-bras, il est au-dessus du lot. Et puis Wimbledon, où il a dû défendre son titre de 2023, et ce fut une mission réussie, avec un parcours quand même bien périlleux. 5-7 contre Tiafoe, 4 contre Humbert, Paul et Medvedev, mais une finale parfaitement maîtrisée contre Djokovic, récemment opéré du genou. C'est une leçon qu'il a donnée cet été, une leçon de polyvalence, de supériorité, d'adaptabilité, de maîtrise. Il a battu tout le monde. Globalement, Alcaraz en 2024, c'est 52 victoires pour 15 défaites, 4 titres et une finale aux Jeux Olympiques, donc c'est monstrueux. Mais il reste quand même quelques déchets qui pourraient gommer, comme à l'US Open contre VDZ ou à Bercy contre Humbert. Mais moi, quand je l'ai vu jouer cette année, à certains moments, j'ai retrouvé le sentiment que j'avais en 2022. C'est une impression d'invincibilité en fait. Il est trop fort pour perdre un match. Pour chaque coup, il est au-dessus de tous. On prend même le service, on a pu lui reprocher une faille. Je suis désolé, mais son service à 21 ans, c'est aberrant. En termes de puissance, de variation,
Donc Alcaraz, saison 2024, réussie. Jannik Sinner a choisi le dur pour briller, dans la continuité de sa fin de saison 2023 finalement. Et il a sonné la révolte dès l'Open d'Australie, dans le jardin de Djokovic, en éliminant Djokovic en demi-finale, dans un match où il apprend littéralement à Djokovic à jouer au tennis. C'était une folie, et en finale, il a réalisé l'exploit de gagner en étant mené 2-7-0 contre Medvedev. Donc Sinner est devenu en l'espace de quelques mois le meilleur joueur du monde sur dur, incontestablement. Il a optimisé toutes les caractéristiques de son jeu, et quand il tape dans la balle, c'est une déflagration. Il envoie des pralines indécentes et c'est dedans, donc c'est injouable. Et pour les réticents qui pensent que c'est de la chance, il a remis ça à Rotterdam. À Indian Wells, il perd contre Alcaraz en demi-finale, dans un match où les deux sont pas à leur top niveau en même temps, mais pas de panique parce que Sinner a gagné Miami juste après. Après un été plus que correct où il a pris la place de numéro 1 mondial, mais un été dominé par son collègue espagnol, Jannik il a repris les affaires avec des titres à Cincinnati, à l'US Open et au Masters. Tout ça c'est loin d'être un hasard parce que Sinner a acquis un niveau moyen juste incroyable, un niveau qui lui permet de gagner contre 95% du circuit sans même faire un très bon match. Et combien de matchs il a gagné en 2024 sans jouer particulièrement bien? Un grand nombre, et pas contre des peintres en plus. On parle de membre du top 20, mais il est trop fort. Et j'ai aussi ressenti ce côté invincible, notamment au Masters, ce qui est quand même inquiétant, parce qu'on est censé avoir du combat entre les meilleurs, mais là, il perd même pas un set du tournoi, c'est du 6-4 ou du 6-3. Donc c'est complètement fou, mais ça pose aussi question sur la concurrence. Je vais pas parler du close table, ça n'a aucun intérêt. Si vous voulez tout savoir sur cette affaire et du dopage en général dans le sport, ça se passe juste ici. Il y a juste à féliciter Sinner pour l'année monumentale qui nous a fait 71 victoires pour 6 défaites, 8 titres et une minuscule finale perdue à Pékin. C'est démentiel, Alcaraz et Sinner, ce sont les meilleurs et de très loin. Maintenant, parlons des légendes quand même, Djokovic et Nadal. D'ailleurs, les deux joueurs qui étaient ultra attendus cette année. Djokovic qui nous a fait une année dingue en 2023 avec 7 titres, dont 3 grands chelems, le Masters et 2 Masters 1000. Et Nadal qui a teasé un dernier retour après une année 2023 blanche, une sorte de test ultime sur le circuit avant de partir. Donc deux légendes, mais deux situations bien différentes. Commençons avec Djokovic, parce que la saison 2024 qu'il nous a faite, elle divise énormément. Entre ceux qui pensent qu'elle est réussie parce que son objectif c'était les Jeux Olympiques et qu'il a réussi, et ceux qui pensent qu'elle est ratée parce que Djokovic n'a pas performé en Grand Chelem. Déjà, c'est vrai que le contraste entre 2023 où il finit au sommet en fracassant Alcaraz et Sinner au Masters en un week-end et un début 2024 où il se fait torcher chez lui là où il a jamais perdu une fois les demi-finales atteints, plus cette défaite contre Nardi à Indian Wells, le contraste il est violent. Et c'est vrai que dans le jeu ça s'est ressenti assez rapidement, avec un Djokovic moins précis, moins solide défensivement, plus friable. Et quand tu joues face à des punchers comme Sinner, t'es cuit. On parle de Roland Garros parce que certes Djokovic déclare forfait contre Ruud, certes il avait pas forcément le niveau pour aller chercher le titre, mais quel régal ces deux matchs. Je vous le dis, pour moi, on a le moment de l'année avec ces deux matchs, contre Musetti et contre Cerundolo. Pour moi, c'est Djokovic qui nous a délivré les top moments. Quel chef-d'œuvre contre Musetti, quelle résilience, quelle passion, quelle abnégation. Et bravo à Musetti, évidemment, parce que fallait le bouger, le Djokovic. Mais finir à 3h du matin et repartir contre Cerundolo, énorme respect. Sauf que Djokovic, effectivement, il a rien gagné sur le circuit en 2024. Et il a subi des défaites vraiment inhabituelles. Contre Tabilo à Rome, contre Matchak à Genève, contre Popyrin à l'US Open. Ça traduit peut-être un changement d'état d'esprit, parce qu'il y avait les Jeux Olympiques cette année, JO qu'il a gagné, et je vais pas tourner autour du pot, pour moi c'est une année réussie pour Djokovic, parce qu'on parle d'une légende qui a tout gagné, et à qui il manquait que les Jeux Olympiques. On arrive en 2024, donc c'est sa dernière chance d'aller chercher l'or pour la Serbie. On est à Roland Garros en plus, sur terre battue, donc il y a des gros clients, Alcaraz, Zverev, Ruud, même Nadal y va, et Djokovic arrive à Paris transformé. Habité. On voit la différence avec le reste des tournois. Et il pulvérise Nadal, Tsitsipas, Musetti, Alcaraz, concentré, appliqué. Et ça y est, fin du jeu, on arrête, il n'y a plus rien à faire. Il a tout gagné, il n'y a plus rien à faire pour lui. Donc certes, Djokovic n'a pas gagné de Grand Chelem ni de Masters 1000, mais il a coché la dernière case qui lui manquait. Donc à quoi bon regagner l'US Open ou Shanghai? Pourquoi faire? Il est beaucoup mieux aux Maldives avec sa famille en train de faire des mots fléchés. Résultat, il est même pas venu à Bercy au Masters, là où il avait beaucoup de points à défendre, et il a raison parce qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Bon, maintenant Rafa. Rafa qui nous a fait une belle vidéo annonçant un retour en 2024, donc on est content, on veut voir ce qu'il peut nous faire. Et on commence à Brisbane. Bon, il arrive, il joue contre Dominic Thiem, qui est dans le camp des fracassés depuis un petit moment aussi. Victoire. Puis victoire contre Kubler derrière. Donc on se dit, bah Rafa, outsider sur quelques tournois cette année, pourquoi pas? Et puis un gros match contre Thompson, mais une défaite malgré des balles de match. Derrière, forfait à l'Open d'Australie, donc ça refroidit tout le monde. Et puis il y a cette exhibition avec Alcaraz à Vegas. Exhibition qui était déjà prévue l'année dernière, mais Rafa ne pouvait pas jouer. Donc exhibition, Vegas, Netflix, les caméras, le show, les millions, génial. Sauf que derrière, forfait à Indian Wells. Donc là, on sait plus trop quelles sont les priorités de Rafa. Est-ce que c'est de remplir le portefeuille qui est déjà bourré à craquer? Ou alors est-ce que c'est être compétitif dans
dans les plus grands tournois? On sait plus. Derrière, il assure quand même une tournée sur terre battue, hein. Il joue 10 matchs en 3 tournois, donc il peut se régler en vue de Roland Garros, sauf que c'est pas à la hauteur, c'est poussif, ça joue super court, ça fait des fautes inhabituelles, et c'est beaucoup moins tranchant qu'avant. Donc on a des défaites contre deux minors, contre Lehečka et Hurkacz, qui sont loin d'être des spécialistes de terre battue, et ça c'est inquiétant juste avant Roland. Tirage au sort, et Rafa tombe sur Zverev, qui vient de gagner Rome, un des tout meilleurs joueurs du monde. La marche est trop haute. Il fait un bon match, hein, peut-être le meilleur de l'année qu'il a fait, mais ça suffit même pas pour prendre un set. Donc on le sait, Rafa n'est plus au niveau, même chez lui, hein, il a plus d'armes pour gagner. Il va au JO forcément, parce qu'il voulait voir s'il y avait moyen de gratter une médaille. Impossible, Djokovic était à des années-lumière de lui, c'était une leçon de tennis. Donc quand t'enchaînes des défaites que t'as jamais subies de ta vie, au bout d'un moment, la lumière vient à toi, et la lucidité te fait dire que c'est l'heure de partir. Après une dernière défaite contre VDZ, des adieux fades en Coupe Davis pour ne pas dire raté, c'est terminé pour Rafa. Elle était difficile à suivre cette année pour les fans de Rafa, et ça montre à quel point c'est difficile de bien terminer une carrière. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la fin de Nadal. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on vous raconte des histoires autour du tennis, donc si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça nous aide énormément, et activer la petite cloche aussi pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué. On a lancé une campagne de financement participatif, donc si tu souhaites nous aider et à soutenir le projet, soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un don à la hauteur de tes moyens, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Alors maintenant, concernant cette mid-gen, finalement c'est un peu le milieu entre la prise de pouvoir de Sinner et Alcaraz et les légendes qui vacillent. Parce qu'on a des joueurs méga talentueux, super forts, mais qui galèrent à exploser et gagner les plus gros titres. Évidemment, je pense à Zverev, qui pour moi nous a sorti une année 2024 monstrueuse. Je l'ai rarement vu aussi bien jouer qu'en 2024, il a développé une solidité du fond de court impressionnante, il semble indébordable, même quand on lui envoie des nougats, il arrive avec son revers à rester dans le coup et c'est hallucinant. Le service, j'en parle même pas, c'est un enfer de le breaker. Sauf que malgré ce niveau fou, Zverev ne gagne toujours pas de grand chelem, il est sans cesse bloqué, par Alcaraz, par Taylor Fritz aussi beaucoup cette année. Mais moi je veux souligner quand même son niveau affolant et sa résistance à la pression folle qu'il a subie contre Nadal à Roland Garros. On en a peu parlé de ça, mais il a été monumental contre Nadal. Il fait le match parfait, alors qu'il joue contre le roi, avec tout un stade contre lui, donc énorme performance parce qu'il y en a beaucoup qui auraient craqué. Mais alors, pourquoi il a pas gagné de grand chelem? Bah moi je dirais qu'il est encore trop inconstant sur un seul et même grand chelem. Il est souvent très bon, voire excellent en début de tournoi, et encore, hein, il peut perdre des sets qu'il doit pas perdre, sauf que Zverev, il joue rarement le gros match en demi-finale ou en finale de Grand Chelem. À l'image de l'Open d'Australie, où il marche sur l'eau en quart de finale contre Alcaraz. Sauf que derrière, quand il faut finir contre Medvedev, il tremble. Donc il doit réussir à trouver son meilleur niveau contre les meilleurs en fin de tournoi. Parlons de Daniil Medvedev, qui nous sort une année sans titre. On m'aurait dit ça en début d'année, j'y aurais pas cru. Parce que Daniil, c'est le joueur solide qui peut verrouiller, breaker facilement et terminer avec son service. Sauf que le service, en l'occurrence, ça a été l'une des failles qui lui a empêché de briller. Donc Daniil doit se réinventer, Daniil doit trouver la clé contre Alcaraz, contre Sinner, parce qu'en 2024, il perd quand même 5 fois contre Sinner et 3 fois contre Alcaraz. Donc le manque à gagner en termes de tournoi, il est énorme. On va quand même pas oublier qu'il était à 1-7 de gagner l'Open d'Australie, qu'il a fait demi-finale à Wimbledon, donc il n'y a pas à s'inquiéter non plus, c'est toujours un gros joueur, mais on en parlait il y a quelques mois déjà, il est un peu devenu cette quatrième roue du carrosse, à l'image de sa tournée américaine, où il fait finale à Indian Wells perdu contre Alcaraz, et demi-finale à Miami perdu contre Sinner. Donc il doit persévérer et surtout arrêter ces scènes absurdes dès qu'il joue pas comme il veut, parce que c'est ce genre de bêtises qui lui coûtent des défaites bêtes comme à Monte-Carlo contre Khachanov. Tsitsipas, que dire de Tsitsipas qui est en perte totale? C'est terrible. Est-ce que ce joueur est encore concerné? Est-ce qu'il travaille encore pour gagner des grands chelems ou alors pour continuer à faire le tour du monde avec sa compagne? On sait pas trop. Et ça a commencé dès l'Open d'Australie, où il perd des sets contre Bergs, contre Thompson, avant de perdre contre Fritz. D'ailleurs, on pourrait considérer que c'est Fritz qui a pris la place de Tsitsipas cette année, avec le statut d'outsider prétendant au titre. Et puis on a beaucoup trop de défaites anormales pour Stefanos. Demi-Nord, Lehečka, Shapovalov à Miami, 6-2, 6-4, rendez-vous compte. Il y a cette éclaircie à Monte-Carlo, où selon moi il doit pas gagner le tournoi, il bénéficie d'une erreur d'arbitrage contre Sinner énorme. Mais bon, laissons-lui ça. À Madrid, défaite contre Montero, imaginez. À Wimbledon, Rusuvori. À Montréal, Nishikori. À l'US Open, Kokinakis. À Tokyo, Mikkelsen. En fait, ce qui m'agace avec Tsitsipas, c'est qu'il est totalement redevenu un joueur lambda, sans folie, sans mordant, et que n'importe qui aujourd'hui, je dis bien n'importe qui presque, peut battre Tsitsipas. Aucune performance notable, donc forcément il est absent au Masters pour la première fois depuis 2018, donc ça illustre bien sa perte de vitesse qu'il avait entamée en 2023 d'ailleurs, hein, ça date pas d'hier. Et pour moi, Tsitsipas ne gagnera pas de grand chelem, et c'est très triste hein, vu le joueur qu'il a été. Rublev, est-ce qu'on parle vraiment de ce fou? Titré à Madrid, un titre qui tombe du ciel, un comportement inadmissible tout le long de l'année, il est insupportable.
Moi je l'aimais bien, hein, j'aimais le côté je fracasse la balle et c'est dedans, mais là avec ses excès de colère je le supporte plus. Et il a pas l'air de vouloir arrêter ses folies, donc continue comme ça Andrei, on t'attend toujours en demi-finale d'un grand chelem. Une mention quand même plus qu'honorable pour Taylor Fritz qui fait une grosse année, il vient casser son plafond avec cette finale à l'US Open, on voit quand même qu'il est encore derrière Sinner et Alcaraz, mais il est en train d'exploiter tout son potentiel, et ça fait plaisir. Fritz, faut quand même pas oublier que ça perdait contre Gilles Simon sur les rotules, ou contre un Nadal complètement fracassé. Donc il a passé un cap cette année, et c'est le taulier d'une très belle génération américaine. Enfin, une mention décevante pour Holger Rune, qui nous montre pas ce qu'on veut voir de lui. Pour moi, un Rune sérieux en chaleur, c'est la clé pour avoir un circuit exaltant qu'on n'a pas pour l'instant. Il peut prendre le rôle de Djokovic pour un nouveau Big 3, pour l'instant on a un Big 2, et c'est pas suffisant. Des surprises et des espoirs, parlons des Français, parce que pour le coup on a eu des surprises qui peuvent nous donner de l'espoir pour la suite. Évidemment, comment négliger Arthur Fils qui selon moi a fait une très bonne année 2024 et j'ai pas attendu ses titres à Hambourg et à Tokyo pour le dire, croyez-moi. C'est vrai que ça a pu être compliqué en début d'année, où il a fait notamment ce choix d'aller en Amérique du Sud pour jouer sur terre battue, et ça a pas été forcément concluant niveau résultat, mais par la suite j'ai senti une vraie progression dans son jeu, dans sa capacité à dicter le point, dans sa couverture défensive. Et même si c'est encore irrégulier par moment, même s'il y a sa bête noire Arnaldi qui l'a battu à Roland-Garros et aux Jeux Olympiques, ça se met en place. Il fait quand même quart de finale à Barcelone, quart de finale à Halle, 8e de finale à Wimbledon, c'est des gros résultats ça. Et il commence à s'immiscer dans le gratin des meilleurs joueurs en jouant les meilleurs. Et ça c'est super important, de s'habituer à la balle des meilleurs, de s'habituer au rythme qu'ils imposent et à l'intensité du plus haut niveau. Et Arthur, c'est là où son année elle est réussie, c'est qu'il a pris beaucoup d'expérience. Et en plus, il a gagné des matchs contre les meilleurs, avec ses 2 titres en ATP 500, avec notamment cette finale épique contre Zverev à Hambourg, où là, on a ressenti quelque chose. On a ressenti les caractéristiques d'un grand joueur, très fort mentalement, qui lâche pas, qui se laisse pas absorber par tout un stade, et qui gagne au tie-break du 3e set. Donc énormissime, et un titre à Tokyo qui vient confirmer tout le potentiel de Arthur, avec des victoires contre Rune, contre Shelton, contre Humbert. Donc personnellement, j'ai des très bonnes raisons de croire que le tennis français a des belles heures devant lui. Mpetshi Péricard, extraordinaire révélation, qui s'est vraiment dévoilé en fin d'année, avec le titre à balle. C'est un style de jeu moins bankable, mais je trouve que son revers à une main, il vient quand même apporter la touche originale au profil. Évidemment, son service, c'est n'importe quoi, mais j'espère qu'il va quand même réussir à s'extraire de ce schéma je sers et après je vois ce qui se passe. Et que si ça retourne, je peux envoyer la purée en coup droit ou en revers. J'espère qu'il aura un plus gros palmarès qu'Isner par exemple. Mais en tout cas cette année, il nous a montré qu'il avait des grosses cartes à jouer pour les années à venir. Et Humbert, quelle année d'Hugo Humbert qui s'est définitivement remis à l'endroit avec des titres à Dubaï, à Marseille, une finale à Bercy en sortant Alcaraz. Bon, Humbert, on savait de quoi il était capable, et surtout sur surface rapide, donc c'est pas vraiment une surprise. C'est un des meilleurs joueurs du monde en indoor, largement. Maintenant, l'objectif, c'est plus de régularité, parce qu'il y a trop de tournois où il perd contre des joueurs qu'il doit battre, type Lajovic à Barcelone, ou Kopfer à Lyon, ou Borges à Montréal. Donc la route est encore longue, il y a encore du chemin, parce qu'Hugo, ça peut jouer top 10 et ça peut faire des gros coups en grand chelem. Un mot sur la génération américaine et du gros vivier de très bons joueurs qu'ils ont. C'est très solide, parce qu'on a quand même Taylor Fritz 4e mondial, Tommy Paul 12e, Tiafoe 18e, Shelton 21e et Korda 23e. Donc on parle de joueurs très réguliers, ou suffisamment pour être top 20 et faire des gros coups dans l'année. D'ailleurs ça avait fait l'objet d'un épisode dans Breakpoint, cette petite compétition entre eux. Mais c'est positif parce que ça les tire vers le haut. On a une grosse dynamique où très souvent on a un américain qui va loin et qui se rapproche du Graal, notamment à l'US Open, donc à suivre en 2025 ceux-là. Enfin les Italiens, pareil, qui ont pas mal de grosses forces en présence, évidemment Yannick Sinner numéro 1 mondial qui représente brillamment l'Italie, mais on a aussi Musetti qui a fait une grosse année et qui a un profil important sur le circuit, les revers à une main qui sont de plus en plus rares. On a Cobolli qui monte, Berrettini qui revient petit à petit, qui se rapproche du top 30, Arnaldi, Darderi, Sonego qui sont plus des joueurs de second rang, mais qui participent à la très bonne forme du tennis italien. Avant de se projeter en 2025, quel bilan je tire personnellement de 2024 ? C'est très mitigé. Très mitigé, voire pas bon. Parce que j'ai pris peu de plaisir cette année. Si je vous liste les instants de folie que je retiens, on a évidemment le Djokovic-Musetti à Roland-Garros, hallucinant, avec le contexte du match qui se finit à 3 heures, incroyable. Je vais même mettre le Djokovic-Cerundolo, parce qu'on est dans la continuité et Djokovic m'a fait rêver. Sinon, Sinner en Australie, j'étais ravi qu'il garde le niveau dingue de fin 2023, avec cette demi-finale contre Djokovic, mais ça s'arrête là. Peut-être un Sinner Alcaraz à Pékin, le parcours de Moutet à Roland-Garros,
et c'est tout. Donc je suis quand même un peu inquiet pour 2025, parce que je me dis qu'il n'y a aucune raison que ça s'améliore, parce que Djokovic n'a plus grand chose à faire. J'espère quand même qu'il va viser un 25e Grand Chelem à l'Open d'Australie, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Il a tout gagné, les deux sont partis, c'est terminé. Moi je pense que la qualité et l'attractivité de cette année 2025, elle va dépendre de la mid-gen. Je l'ai dit en intro et je le répète, mais si Zverev trouve la solution en Grand Chelem et délivre son meilleur tennis dans les derniers matchs, si Daniil réactive la machine avec son mur invincible, si Tsitsipas réapprend à jouer, si Rune se remet à l'endroit, alors on a tout ce qu'il faut pour rêver, mais ça fait beaucoup de conditions. Et tout se passera pas comme ça. Si on reste pareil, Sinner et Alcaraz vont se repartager les grands chelems. Moi ça me ferait plaisir parce que j'aime les deux. Mais le but quand même c'est de vibrer, avec des gros matchs, avec du suspense. Et le seul moyen pour ça, c'est des gros matchs en grand chelem. On va pas vibrer à Cincinnati. Donc il nous faut des joueurs décomplexés qui arrivent à enrayer les deux machines et leur poser des problèmes. Holger, arrête tes conneries. Ça vient de toi le problème. On n'en peut plus de tes manières. Tu te sabotes tout seul alors que tu pourrais te greffer aux deux autres. Et là, on a une guerre à trois qui nous rappelle des bons souvenirs. Bon, j'espère aussi personnellement qu'Arthur va continuer sur sa lancée. J'ai vu des très belles choses cette année. On lui met aucune pression, il est super jeune. S'il rate 2025, c'est pas grave. Mais logiquement, lui devrait nous faire vibrer. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de 2025, qui vous attendez, où ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de 2024, si vous avez été déçu du niveau de jeu, si vous avez vibré ou pas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!